Hello, bonjour, salut, comment allez-vous? Ça va pas pire. Comment ça va vous? Ça va pas pire. On enchaîne ce 29e épisode, déjà. Quand même, presque bientôt le la 30, trentaine. ouais, avec un nouveau setup de micro. Oui, Peut-être là, que... on l'a dit dans le dernier épisode, ça n'a pas marché. Là, je pense que ça devrait être mieux, en théorie. Donc, voilà, désolé pour vos oreilles, le dernier épisode. Ouais, ben on espère surtout pour toi, ton mental, que ça aille bien, parce que... Oui, ça a été un beau calvaire à gérer tout ça. Hey, Will, de quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de sport et de loisirs. Donc, moi, je parle d'étymologie des sports et de choses qui tournent un peu autour de ça, en fait. Ouais, intéressant. Puis toi? Moi, je me penche plus du côté loisirs, jeux de société, d'où ça vient, les origines étranges de certains jeux que, clairement, vous ne connaissez pas, là. C'est des vrais pépites que j'ai trouvées. C'est Origin the Episode. Oh oui. Mais avant d'y aller, il faut toujours mettre notre bonne vieille musique d'intro. Oh oui, on lance ça, le générique? Aujourd'hui, Hélène, j'avais envie de parler de ce que je suis reconnu pour pratiquer énormément, c'est-à-dire le sport. Et aucun sarcasme ici, hein? Non, c'est ça, bien entendu sarcastique parce que j'ai pas de cardio, je sais pas patiner, je me suis blessé au genou la seule fois que j'ai fait du ski, mais ça veut quand même pas dire que je trouve pas de plaisir dans certains sports alors que je suis un grand fervent de la NFL, là, Effectivement. en plein play-off actuellement, et j'ai un certain plaisir à jouer au badminton, même si ça fait longtemps. Ouais. Cependant, en tant que grand nerd avec un grand N, ce qui m'intéresse plus, c'est l'histoire et l'étymologie, comme j'ai dit en intro. Du coup, aujourd'hui, mon intention est de vous parler de l'origine de différents sports et de leur appellation, ainsi que de l'origine du mot sport en lui-même. Puis je suis convaincu que vous allez trouver que ces origines sont très intéressantes. Comme dirait un site clickbait, « You will not believe the origin of this word, oh my God! » The 7 sports you didn't know about. You won't believe number 5. Oui, c'est ça, exactement. Par chance, par contre, vous n'aurez pas à cliquer sur un slideshow pendant 25 minutes pour arriver au résultat parce que on n'est pas payé par le nombre de pubs que vous voyez parce que on n'est pas payé pantoute. Ah, tu sais que c'est fatigant ces sites-là, pareil. Oui, exactement, c'est d'une lourdeur. Mais sautons donc à pieds joints dans le sujet du sport en soi et sa toponymie. Toponymie. C'est ça. Alors qu'il y a différents points de vue sur l'origine du sport, en tant que bon serviteur de la connaissance, je vais vous les partager les différents points de vue, puis vous ferez la distinction de votre choix, puis on fera des guerres d'opinion musclées sur les réseaux sociaux à la fin. Ah, on se part un groupe Facebook de complot, là. Non, mais on part un groupe pour cette origine, puis un autre groupe pour cette autre origine, puis on va faire des guerres. Donc, d'un certain point de vue, on peut se dire que le sport existe depuis que l'homme est homme et que la femme était en cuisine. Très beau sujet à amener, ça. Mais c'est... À peine misogyne. C'était ça dans le temps, malheureusement. Alors qu'il y avait des Jeux olympiques en Grèce antique, on s'en souvient. Effectivement. Puis aussi qu'on retrouve des preuves que les Égyptiens luttaient il y a plus de 3000 ans, ou encore que la gymnastique était pratiquée en Chine il y a 5000 ans. Okay. Donc, vraiment des activités physiques qu'on voit toujours aujourd'hui. Cependant, le mot sport n'existait pas à l'époque. Ah. Il y a deux choses qui s'y rapprochaient, soit le jeu et l'entraînement. Le jeu, comme on vient de parler des Jeux olympiques, c'est le mot jeu. Oui, j'allais dire les jeux de société, tu me laisses, ça, c'est ma partie. non, mais on peut parler quand même du jeu de paume, mettons, l'ancêtre du tennis. C'était considéré des jeux et non des sports, comme on dit aujourd'hui. Alors, je m'en vais faire du sport. C'était juste comme, on joue, plus que d'être cette notion-là. C'est un passe-temps, là. Ouais, on peut voir ça comme ça, des activités de divertissement. Je vais revenir d'ailleurs sur le jeu de paume un peu plus tard. Tu m'intrigues. C'est l'ancêtre du tennis, faut creuser là-dessus. Puis aussi, on classifiait la lutte et les arts martiaux, ou encore même la gymnastique, comme étant de la préparation au combat, soit de l'entraînement. Même chose si on pense à la course, la natation, l'escalade, etc. C'était pas juste pour dire « Hey, je vais être en forme », c'était genre « est-ce que je vais survivre ou être capable de chasser plus facilement? » Fait que c'était vraiment pour la guerre, etc. Donc, les sports existaient, mais c'était pas classifié comme des sports, ni vu comme ça. Est-ce qu'un arbre est un arbre si on ne sait pas que ça s'appelle ainsi? Mais mon Dieu, vous êtes philosophique ce matin, William? Ben oui, hein, pas pire. J'ai J'aime pris ça. est-ce qu'on entend un arbre tomber, blablabla, puis je l'ai mis à ma sauce. Oui.
C'était clair, hein? Oui. Donc, c'est ça, une question philosophique pour vous tenir réveillé cette nuit. Parce qu'en effet, le terme sport, surprenamment, là, j'ai été surpris de l'apprendre, c'est d'usage récent, soit seulement au 18e siècle en Angleterre. Ah, OK, c'est très récent quand même. Oui, le terme sport a pour racine le vieux français de sport, qui signifie s'ébattre. Pas genre des ébats, mais plus des ébats. Pas des trucs coquins, là. C'est plus genre, justement, parler de divertissement et de pratiques agréables, comme les jeux, les discussions ou les plaisanteries pouvaient faire partie de sport. Tout en se battant. Non, pas tout en se battant. C'était juste considéré, c'est un mot plus générique qui a finalement été importé par la chevalerie anglaise. Et par la suite, ce mot-là, il a évolué en Angleterre vers 10 sports, puis finalement juste par sport au 19e siècle. Ouais. À ce moment-là, rendu au 19e siècle, quand c'était rendu sport, c'était utilisé principalement pour décrire les passe-temps et les activités physiques effectuées par les aristocrates, bien entendu. Oui, c'est sûr. Donc, on parle ici, mettons, de jouer aux échecs, au billard, au polo, donc des activités de riches, parce que oui, l'objectif de ces sports-là, c'était de montrer qu'on avait assez de bidou pour avoir du temps libre. Tu sais, dire... dans les pauvres. C'est ça. Pourquoi est-ce que je fais de l'escrime? Tout simplement parce que j'ai pas besoin de me protéger de quoi que ce soit. J'ai des employés pour ça. C'est juste pour m'occuper pendant que des enfants travaillent dans des usines pour me faire du cash. C'est là que, tu sais, quand tu y penses, là, tu dis genre, les meetings de gros exécutifs blindés sur un terrain de golf maintenant, là, ça a un peu plus de sens. Ça vient de là. Ils n'ont pas besoin de travailler, juste de jaser en frappant des balles, histoire de se sentir important et prendre 3 heures pour prendre une décision qui aurait pu être réglée dans un coup de fil de 15 minutes. Donc, c'est vraiment une évolution de ces bons vieux aristocrates. Ces sports ont ensuite évolué en compétition et tranquillement en club. Il y avait des promoteurs de ces types d'activités qui proposaient des définitions plus officielles où on valorise la dimension motrice et la recherche de performance comme premier sens de la pratique. Donc, plus juste des passe-temps, mais vraiment dire « on performe ». Donc, toujours logique avec ces bons vieux riches qui ne veulent pas juste avoir du plaisir, mais montrer qu'ils sont les meilleurs. Ces sacrés gentilshommes. Wow, merci. Ceci étant dit, ces clubs ne font pas pour autant que les sports soient populaires auprès de la classe ouvrière, probablement trop occupés à s'assurer qu'ils vont être capables de manger à la fin de semaine. Il faudra attendre l'événement auquel je reviens malgré moi à chaque épisode sans faire exprès avant que les sports ne deviennent pratiques plus courantes. De quel événement s'agit-il selon toi, Hélène? Clairement une guerre, là. Oui, parce que je reviens toujours à la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, malgré moi. Je fais pas exprès. Hein. C'est une petite obsession qui s'enligne pour être une très grande obsession, je dirais. Oui, malheureusement, oui, mais c'est que ça a vraiment déclenché beaucoup de choses au niveau de la société. C'est pas ma faute. Si Sacré tout est François Ferdinand. Quand même. Tout est lié avec lui. Mais c'est quoi le lien, en fait? Il faut se rappeler que la Grande Guerre, c'était avant tout une guerre de tranchées. Où il y avait 2 camps qui attendaient patiemment dans un trou que l'autre bord sorte du trou pour lui tirer dessus. Hein? Fait qu'il y avait beaucoup de gens qui attendaient puis qui faisaient pas grand-chose en arrière de ces tranchées-là, en attendant que le front avance ou se fasse gonner puis que ça soit leur tour d'y aller dans le trou. Donc, fallait divertir ces soldats-là qui attendaient en arrière. Donc, on organisait des activités telles que le football, le rugby et la boxe. Dans le fond, divertir ceux qui restent sur le banc. Oui, c'est ça. Fait que c'est comme l'inverse d'aujourd'hui. C'est ceux sur le banc qui jouent plus que l'inverse. Ouais. Mais ça. On en avait parlé justement dans l'épisode de Noël de la saison 1. C'est pas la même chose parce que là, en fait, ils ont joué ensemble, les 2 camps. Ouais. Sauf que probablement c'est parce qu'ils s'étaient pratiqués chacun de leur bord en attendant. Donc, parce que pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, on parle de la trêve de Noël, une trêve historique. Parlez-en pas plus. Oui, exactement. Parlez-en. Depuis quand tu me vois, toi? Ouais, c'est ça. Madame. Mais non, tout ça pour dire que sur Instagram, on avait mis une photo justement d'archives de soldats qui jouaient au soccer entre eux. Donc, voilà. Petite histoire, petite parenthèse. Yes. Donc, comme tu as dit, on peut remercier France Ferdinand et ses amis pour la Coupe du Monde, au final, parce que c'est grâce à eux que ces soldats-là ont commencé à jouer. Puis, en fait, eux, une fois qu'ils ont quitté le champ de bataille, ils ont continué à pratiquer ces activités-là parce qu'ils ont dit que finalement, c'est le fun, puis ils sont mis à jouer. Fait que là, la classe ouvrière a embarqué davantage à pratiquer ces sports. Du coup, le sport a progressé au fil des années pendant le 20e siècle, faisant place à de plus en plus de sports différents et de plus en plus de clubs sportifs n'accueillant pas seulement le 1%. Il y avait des ligues de garage, comme on dit. Bien entendu, ceci est un résumé des grandes lignes. Il n'inclut pas toutes les variables potentielles qui ont pu mener à ce que le sport soit plus pratiqué, tout en frustrant les courants de pensée qui considèrent
considère que c'est juste une question de nomenclature là, que je vous parle, puis que, dans le fond, le sport, ça existait réellement, c'est juste qu'on ne l'appelait pas de même. Mais bon, je trouvais ça fascinant d'y aller comme ça, puis de vous montrer un peu ce point de vue-là, parce qu'en même temps, encore aujourd'hui, la définition du sport peut varier selon les sources, t'sais. Il suffit d'écouter le poker à RDS ou de parler de e-sport pour se rappeler que c'est un terme qui est toujours en évolution. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'un jour, on va voir le poker aux Jeux olympiques? Ben, en fait, ça dépend du point de vue de qu'est-ce qu'est le sport. Puis il y a une source qui se rapproche un peu plus d'un accord international de qu'est-ce qu'est le sport. Cette source-là, c'est l'Association globale des fédérations internationales sportives, le GAISF ou... La GRUPS. La GAIS. La GAIS. GAIS. Donc, une association créée en 1969 qui a été aussi appelée Sport Accord de 2009 à 2017. On dirait que c'est un mot que j'ai déjà entendu, fait que je me dis je vais le lancer de même aux auditeurs. Si ça leur dit quelque chose, on fait comme « Ah oui, Sport Accord ». Sinon, ben, c'est ça. Moi, c'est juste comme « Wow, ça rime ». Oui, c'est ça. Donc, le rôle de cette association-là, c'est de regrouper d'autres associations internationales, coordonner leur activité ainsi que défendre leur intérêt et celui du sport avec un grand S. Elle regroupe entre autres la FIFA, la FIBA, l'ITF, pour n'en nommer que 3. C'est comme donc 3 grandes quand même associations. Selon cette GAISF, un sport devrait avoir 4 choses principales pour être considéré un sport. 4 critères. 4 critères, oui. Je suis toujours là pour t'aider. Merci. Un élément de compétition. Oui. Ensuite, ne pas être nuisible à toute créature vivante. Effectivement. Donc, le sport ne devrait pas être tuer des humains ou la chasse, encore là. C'est selon ça que j'allais dire. Il peut y avoir la chasse pigeon d'argile ou des trucs comme ça. Ou la pêche sportive. Pêche sportive que les poissons sont remis à l'eau. Ouais. Ne pas dépendre d'équipements fournis par un seul fournisseur. Donc, on le voit dans la plupart des grandes ligues. Il y a des fournisseurs, c'est tout le temps les mêmes, mais il y en a plusieurs. Là. C'est pas juste Nike qui fournit genre le sport. Là. Ouais. Puis, ne pas reposer sur un élément de chance dans son design. Donc, désolé pour le poker ici. Loser! C'est comment il s'appelait? Jonathan quelque chose? Duhamel, c'est ça. C'est ça. Bien noté ici que dans ces critères, on manque la notion du fait que le sport doit être physique, comparativement à d'autres définitions que je parlais tantôt. Donc, toujours l'aspect controversé de la définition, parce que au final, la part des affaires qui sont là-dedans sont physiques, mais c'est pas obligatoire pour être considéré un sport. Donc, intéressant. Du coup, la GAISF détermine que les activités suivantes devraient être considérées comme un sport, parce qu'ils ont des associations qui font partie de eux. Ouais. Donc, le bras de fer, le bowling, le bridge, les dards, le jeu de boules, le jeu de dames, le mini-golf et le traîneau à chien, ainsi que le souk à la corde. Bon, mettons, genre, les quilles, je peux comprendre, il y a un aspect physique, le bras de fer, à la limite. Mais c'est pas dans les définitions, l'aspect physique, hein? Non. Compétitif, pas nuisible, mais pas un le équipement. bridge. Ben, je veux dire... Oui, il y a un aspect de compétition, tu sais, quand même, c'est pas physique, mais il y a de la compétition, puis ça rentre là-dedans, tu sais, en fait, en soi. Fait que oui, des jeux de cartes, pas de chance trop, mettons. C'est un sport mental. C'est un sport mental, exactement. À ce moment-là, les mots croisés devraient être un sport mental. Faudrait que ça soit une compétition. Ben, il y a des compétitions de mots croisés. Oui, mais sûrement que ça peut être considéré un sport quand c'est une compétition, mais ce que tu fais dans ton journal, tu fais dans ton coin, pas nécessairement. Ben, ça dépend si c'est une compétition avec toi-même. Je te gosse dessus. Oui. OK. Mais pour revenir au souk à la corde qui me fait rire de le voir là-dedans, oui. Je sais pas si tu le savais, mais ça a déjà été une épreuve officielle lors des 5 premiers Jeux olympiques modernes entre 1900 et 1920. Le Royaume-Uni était le grand champion avec un total de médailles à travers les années avec 2 médailles d'or, 2 d'argent et 1 de bronze. Je suis sûr qu'ils avaient pris Bowser dans leur équipe. Oui, une référence à Mario Party que pas tout le monde peut comprendre, hein? Oui. Mais ça m'étonne pas tant que ça a été dans des Jeux olympiques. Je veux dire, c'est quand même physique, là. Mais en même temps, au final, imagine tu t'entraînes pendant 4 ans pour faire les jeux avec du sucre. En fait, depuis que t'es enfant à faire du sucre à la corde, puis genre comme ta vie est dédiée à ça pendant 15 ans, là. Je pensais vraiment que t'allais dire du sucre à la crème. Non, mais je parle de sucre à la corde. Genre, pourquoi je parlerais de sucre à la crème? Non, ben, c'est parce que la façon que t'as commencé ton mot... En tout cas, c'est pas grave. Pas important. Okay, mais oui, non, mais je veux dire, tu m'aurais dit le bridge, là, j'aurais fait, OK, là, tu me niaises, là, que c'était dans les Jeux olympiques en 1900, mais je sais pas, ça qu'à la corde, ça m'étonne pas plus que ça. C'est décevant de parler d'affaires bizarres avec toi. T'es pas surprise? Ben, ça fait 15 ans que j'ai pas été surprise. Oh, franchement.
Ce n'est pas tout. Cette liste de sports officiels selon la GAISF m'a aussi fait découvrir d'autres sports que je ne connaissais pas l'existence. Donc, permets-moi cet aparté par rapport à ceux-ci avant de retomber dans le merveilleux monde de l'étymologie. Donc, le premier sport official dont je n'avais jamais entendu parler est le sepak takraw, signifiant donner un coup de pied, sepak, et balle, takraw. Sepak, pour moi, c'est les parcs nature, là. Oui, non, c'est avec un K et non un Q. D'accord. Donc, ça pourrait être joué, j'imagine, dans un parc de la CEPAC. Par contre, surprise, quand t'entends le mot coup de pied et balle, ce n'est pas le cousin du soccer ou du football américain, mais celui du volleyball. Ah bon? Ouais. Ils se sont mélangés de membres. Ouais, ben, en fait, c'est que celui-ci se joue en équipe de 3 sur un terrain avec un filet. Puis l'objectif, c'est de renvoyer la balle dans le camp adverse, tel au volleyball, en se faisant des passes. Sauf que, surprise, les règles veulent l'inverse du volleyball quant aux membres utilisés. Parce que les mains et les bras ne doivent pas toucher la balle comme au soccer. Du coup, seuls les pieds, les genoux, les épaules et la tête sont autorisés. Dans le fond, c'est du hockey, mais avec une balle de volleyball puis un filet. Genre, ben, c'est un volleyball avec les pieds. Ouais. Littéralement. C'est ça. Mélange hockey-volleyball. Ouais, c'est ça. J'imagine qu'ils font pas des touches, hein. Ils font plus des coups de pied qu'au volleyball. Si cela t'impressionne comme sport de pied, sache qu'il est aussi possible de jouer sur plus petit encore, alors qu'il existe aussi le tech-ball, un sport mélangeant, encore une fois, le soccer, le volleyball et le ping-pong. Attends, soccer, volleyball, ça va? Ping-pong. What? Avec des raquettes? Non, c'est que en fait, c'est comme le sepak takraw, sauf qu'au lieu de jouer sur un terrain de volleyball, tu joues sur une genre de petite table de ping-pong en angle. Donc, oui, chaque équipe doit frapper le ballon 3 fois, comme au volleyball, puis avant de le renvoyer à l'adversaire sur la table. Donc, tu dois le kicker en l'air, puis sur une très petite table, sans utiliser encore une fois tes bras et tes mains. Je trouve que ma version était plus... Ma version mentale, là, que j'ai en ce moment. Ils tenaient une raquette entre leurs 2 orteils. Exactement. Ouais, là, c'est un peu intense, là, quand même, comme façon de faire. Mais c'est là, intense de mélanger 3 sports. C'est déjà intense kicker un ballon sur une très petite table en se faisant des passes. C'est du spikeball, mais l'ancêtre, en fait, du spikeball. C'est un spikeball à pied ping-pong, genre, mettons. Oui, c'est vrai, spikeball, c'est avec les mains. Mais c'est aussi un sport que je suis pas capable de faire. Non, mais ça, on n'a pas de coordination, c'est pour ça. Mais sache qu'il y a des efforts actuellement faits pour introduire le tech-ball aux Jeux olympiques, donc peut-être ça deviendra le prochain phénomène mondial, qui sait. Un autre sport dans la liste, c'est le canicross ou le canicourse, un sport athlétique de course à pied, avec 1 ou 2 chiens attachés à la taille. Donc, c'est une genre de variante de chien de traîneau, mais sans traîneau, puis pas mal plus tough sur le cardio. C'est ça. Mais le petit putou! Oui, c'est cute, mais après ça, où est la limite? Est-ce que c'est parce que ton chien est bon ou c'est toi qui est bon? Je sais pas trop. En tout cas, puis si, mettons, tu sais, c'est-tu comme au marathon que c'est la première personne qui a dépassé la ligne? C'est le chien? Le chien, c'est ça. J'imagine que c'est le chien qui gagne à ce moment-là. On l'avait dit, je pense, à l'épisode de la revue de l'actualité, là, un gars qui faisait un marathon avec la poussette. Oui, son kid. c'est ça. C'est son kid qui avait gagné le marathon. Ouais, mais là, ça, c'est un sport d'équipe. Le marathon, normalement, c'est individuel, mais là, c'est en duo avec ton chien, genre. Fait que, voilà, c'est toi et lui qui gagnent. Une autre variante de ce sport-là est ce qu'on appelle le ski joring ou le ski athlé, qui est un Comment sport... t'appelles? Le ski joring. Ah, OK. Je pensais que tu disais ski touring. Parce que là, je suis comme, c'est de la randonnée alpine. Arrête de juger mon anglais. Non, c'est pas ça. Ben, j'étais juste comme, de la randonnée alpine, oui. Non. C'est un sport d'origine scandinave. Puis peut-être que tu me vois venir en parlant de ski athlé. Mais il s'agit d'une discipline de quelqu'un en ski qui se fait tirer. Mais cette fois-ci par un cheval ou un poney attelé. Et de tabarnouche. Donc, différentes variantes existent, soit de slalom, de vitesse ou de saut. Ce sport-là. C'est des Norvégiens qui étaient jaloux de ne pas pouvoir faire du ski nautique. Ouais, ben ça, c'est des gens qui veulent se péter la gueule, là, clairement. L'image sur Google montrait aussi quelqu'un en train de faire un jump sur un jump en neige, là. Ouais. En plein milieu d'une ville en étant tiré par un gars avec un chapeau de cow-boy à cheval. Quelque chose de vraiment magique, là, tu sais. Magique, mais qui sonne très saison 42 de Jackass, là. Oui, ben c'est ça, mais apparemment, c'est un sport pratiqué par plusieurs personnes. Il existe aussi une variante tirée par des chiens, mais ça semble moins prompt aux résultats catastrophiques. Fait que, tu sais, je suis plus concentré sur les dadas. Oui, parce qu'eux, ils tiennent moins à la vie, ceux qui font avec les dadas. Oui, c'est ça. Parlant de tenir à la vie, il existe aussi le ILS Life Saving Championship, une compétition de sauveteurs qui doivent ramener un mannequin le plus vite possible. Donc, il n'y a pas de vrai noyé impliqué.
mais ça me faisait quand même rire comme sport de dire moi, c'est moi qui peux sauver du monde plus vite. Ben, je veux dire, je sais qu'il y a des compétitions de sauvetage puis tout ça, mais que c'était considéré comme un sport, je savais pas. Considéré comme un sport. Et puis finalement, un dernier pour la route, mais n'ayant pas de lien avec les deux derniers cette fois-ci, c'est la course d'orientation, une sorte de rallye à pied avec une carte codée, une boussole dans le bois. Le genre de sport où des personnes avec aucun sens de l'orientation comme moi n'auraient pas de plaisir. Donc voilà pour ces sports loufoques, mais je ne pourrais pas parler d'origine de sport sans au minimum vous parler de sports qu'on connaît davantage. Puis je vous ai déjà teasé par rapport au jeu de paume, fait qu'il faut que j'y aille. Par contre, commençons par le plus grand mythe de l'histoire du sport, soit l'origine du terme golf, alors que j'ai déjà entendu souvent que plusieurs disent que ça signifierait guys only, ladies forbidden. C'est-tu vrai? Ben non, c'est pas vrai, justement, je te le dis que c'est un mythe. Mais j'avais jamais entendu ça, par contre. Ben, en fait, c'est ça. C'est juste des gens qui ont sûrement pris un guess comme quoi que c'est un sport, ben, effectivement, qui était pratiqué seulement par des hommes à l'origine. Ouais. On ne connaît pas l'origine exacte du terme. Celui-ci proviendrait soit de l'écossais goof, signifiant frapper, ou du néerlandais kolv, en référence au bâton utilisé dans un sport similaire appelé golf. Puis en fait, le mot pourrait finalement venir des deux, donc une combinaison des deux, alors que le jeu tire ses origines de l'Écosse, qui s'était inspiré du concept néerlandais de golf. Fait que il y a comme tous ces trois mots-là ensemble qui font comme un amalgame qui devient golf. On en apprend tous les jours grâce à William. C'est pour ça qu'on est là, tu sais. Puis tant qu'à être sur le sujet du golf, abordons aussi l'utilisation des noms d'oiseaux lors des bons coups. Oui. Soit le birdie, le eagle, l'albatros ou le condor. Oui. Apparemment, il y en a comme même des plus hauts pour des versions de golf avec des trous à 6-7. Là, mais, je connais birdie puis albatros, là, mais tu vois, condor, je ne savais même pas. Ouais, ben ça, c'est comme si tu fais -4, un par 5 que tu fais en un coup. Donc, on dit aussi oiselet et aigle en français là, pour les puristes francophones. On dit birdie. Le terme proviendrait de l'argot américain bird, utilisé pour décrire de quoi des oiseaux. Non, pour décrire de quoi de bien au 19e siècle. Okay. C'était comme le cool ou le slay ou whatever ce que les Gen Z disent là, aujourd'hui. Asti de boomer! Mais dans le fond, c'est ça. Il disait « Ah, yeah, bird ». Donc, c'était utilisé pour dire « Ah, bon coup ». Puis ça a évolué en birdie. Ah, comme good game, là, dans le fond. Ouais, c'est ça. GG. C'est comme « Ah, yeah. Ouais, c'était ça. C'était le GG du golf, bird ». Puis c'est devenu birdie, puis on a gardé la thématique d'oiseau en grossissant à chaque fois que le coup était meilleur. Donc c'est devenu un aigle, un albatros, un condor. Taclons maintenant les termes football et soccer. Il faut savoir qu'historiquement, les clubs populaires de soccer étaient regroupés dans une association fondée en 1863 nommée Association Football. Ils sont pas fait chier. Hein. C'est l'association de football s'appelle Association Football. Les journaux américains parlant de celle-ci abrégeaient à l'écrit pour ASOC. Pour le mot association. Ceci a donc tranquillement mené à ce qu'on appelle ça le SOC, puis que ça devienne soccer aux États-Unis. Donc, ça vient de association de football. Quant au football américain, j'avais entendu que ceci provenait de la longueur du ballon, qui était d'un pied. Ce qui serait logique. Mais non, c'est pas ça. En fait, c'est 11 pouces. Fait que c'est presque un pied, mais c'est pas ça. Encore des mensonges! C'est ça. L'origine du terme provient plutôt de son cousin européen, le rugby. Le cousin étant lui aussi cousin du bord de sa mère du soccer, était originellement appelé le rugby football. Puis, faut se rappeler que les règles qu'on connaît aujourd'hui des sports, ben c'était plus flou avant. Là, les deux variaient un peu comme les règles au Uno là, selon chez qui tu vas jouer. T'sais. Ouais. Ou au Monopoly. Ouais, etc. là, c'est ça. Les deux permettaient de façon variable l'utilisation des pieds et des mains malgré leur nom de football. C'est plus tard que les règles se sont codifiées puis que le rugby a tranché davantage pour l'utilisation des mains, tandis que le soccer, lui, plus les pieds. Par contre, le mal était déjà fait quant au terme football et celui-ci avait déjà été importé aux États-Unis, qui ont décidé de leurs propres règles, comme on fait au Canada et à l'Australie avec leur football et avec des règles différentes aussi de leur côté. Donc, c'était inspiré du rugby qui s'appelait rugby football, puis au final, ça l'a évolué. Donc, c'est de la faute au rugby si les Américains ont l'air cons aujourd'hui. Fucking rugby! Yeah! Terminons maintenant, tel que promis, avec l'origine du bon vieux tennis. Tel que mentionné tout à l'heure, celui-ci provient d'un sport nommé le jeu de paume. Celui-ci était initialement pratiqué à main nue ou avec des gants de cuir avant de devenir un sport de raquette. D'où l'histoire de paume. Oui, d'où la paume. Hein? C'est avec la paume de ta main que tu frappais la balle. Pas avec ton poing. Tu peux, j'imagine, mais ça doit pas être pratique. Cependant, ce n'est pas tout le monde qui était capable de se payer les dites raquettes, puis les paysans, bien entendu, ont continué à jouer avec leurs mains.
Ces pauvres gueux étaient d'ailleurs surnommés à l'époque les vilains. Parce que oui, le terme utilisé aujourd'hui pour décrire le Joker et tout autre être abject provient du fait que les riches trouvaient que les pauvres étaient méprisables et dégoûtants. N'est-ce pas merveilleux quand même? Ben là, on parle de la plèbe quand même, c'est Ben, normal. C'est ça, exactement. Tout ça pour dire que c'est de là que provient l'expression française « jeu de main, jeu de vilain » qu'utilisait ta mère lorsque tu te chamaillais avec tes frères. Ouais, l'expression préférée de Catherine, je pense. C'est ça, expression qui veut dire des chamailleries qui finissent toujours mal ou en catastrophe, là, ou que ça va, tu vas finir par te péter la gueule, pour vrai. Parce que, ben c'est ça, les pauvres jouaient avec leurs mains, donc jeu de main, jeu de vilain. Fait que ma mère nous traitait de pauvres. Elle vous traitait de pauvres en vous disant que vous n'étiez pas capable de vous tenir, gang de pauvres. Quant au terme tennis, celui-ci provient du fait que les joueurs français s'écriaient généralement « tenez » juste avant de lancer la balle et que les Anglais comprenaient « sweet fuck all », fait qu'ils étaient comme « ah, tennis ». Oh, wow, OK! Ouais, fait que c'est ça a été devenu tennis pour les Anglais, puis ça a été repris finalement par les Français aussi. C'est tellement poli, un jeu de tennis français. Tenez la balle. Autre transposition, au tennis, on utilise le terme « love » pour décrire quelqu'un qui a 0 point. Surtout en anglais, là, on va dire « love 15 », donc 0-15. Ceci vient aussi d'un terme utilisé au jeu de paume. Hein, Tout ça vient de là, où ce qu'on disait « l'œuf » au lieu de 0, parce que un 0, c'est à la forme d'un 9. Puis encore une fois, les Anglais étaient comme I don't understand love. Oui, clairement avec cet accent-là. C'est ça. Mais il essayait de parler avec un Français. Oui, mais ouais. Il n'y avait pas un accent français. C'était un semi-british français. C'est un gars qui était en 2 pays. C'est Paul Taylor. C'est ça, c'est Paul Taylor. Mais parlant des scores, justement, au tennis, on parle de 15, 30 et 40. Les points, ce qui est vraiment weird. Puis ça provient de 15, 30, 40, la loterie. Non, du jeu de paume. Donc, oui. initialement, le terrain était de 60 pieds de chaque bord, avec des lignes au sol à 15, 30 et 45 pieds. OK. Chaque fois qu'un point était marqué par un joueur, il devait s'avancer de 15 pieds sur le terrain. Donc, il y avait comme moins de terrain qu'il pouvait utiliser, j'imagine, pour faire un peu plus de compétition puis donner plus de chance à l'autre. Du coup, les points ont été comptés indirectement de cette façon-là. Tu étais à 15 points, 30 points, 45 points. Puis pourquoi est-ce qu'on parle de 40 et non 45? Ben parce que 40, c'est moins long à dire que 45. Non, en fait, finalement, les joueurs se sont dit c'est trop proche du filet 45, on peut circuler de 5 pieds. Fait que, ça a fait 15, 30, 40. Donc voilà les scores au tennis. Ce qui conclut ainsi ma partie sportive de l'épisode. Bien que j'aurais pu continuer pendant des heures, là, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à faire des recherches là-dessus. Puis tu peux t'éparpiller vraiment beaucoup sur tout ça. Peut-être on a un autre épisode un jour. Par contre, il faut que je m'arrête parce que j'ai très hâte de t'entendre par rapport au jeu. Fait que c'est ça. C'est à ton tour, Hélène. Parle-nous, donne-nous ta sagesse, de la connaissance de ton cerveau, de l'Internet. Mais mon Dieu, mais c'est beaucoup trop comme entrée en matière. Mais William, toi puis moi, on s'entend qu'on pourrait être ce qu'on appelle des joueurs sociaux, là, et qui est des pas pires fans de jeux de société, right? On joue pas mal. On a quoi, 45 jeux? J'ai déjà compté, je pense, puis c'était autour de ça, mais je me souviens plus. Ouais, on a peut-être pas 50, mais pas loin. On s'approche. Dans les 2 dernières années, d'ailleurs, on a passé plus de temps au Randolph que dans les files de tests COVID, puis on a passé pas mal de tests COVID à une certaine époque, là, fait que... Oui, c'est ça, fait que c'est signe qu'on en a fait beaucoup. Oui, exactement. Mais c'est très bien que ce soit notre addiction parce que les jeux ont apparemment plein de bienfaits. Chez les enfants, ça leur apprend à respecter les règles, à considérer les autres, à tester leurs réactions et à aller jusqu'au bout de quelque chose sans abandonner une partie ou... bon. Puis la logique et tout ça en arrière exactement. Aussi, là, pas juste de pas perdre. Là. Puis justement, à l'adolescence, c'est là qu'on commence à plus anticiper, élaborer des stratégies, essayer de trouver la meilleure solution pour justement gagner. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le développement hypothético-déductif. Là, donc vraiment, à tout âge, puis tu sais, même les personnes âgées, on les encourage à faire, mettons, justement des mots croisés. Oui, c'est toujours important de garder ton cerveau alerte. Exactement, pour limiter le développement de maladies neurodégénératives ou cognitives ou tout ça. Bref, aujourd'hui, j'ai envie de m'intéresser à certains jeux et loisirs, là, par extension, mais aussi et surtout à leurs origines, parce que en travaillant sur un projet d'un client,
J'ai justement découvert dans quel contexte certains jeux ont été créés, puis laisse-moi dire qu'il y a quelques pépites là-dedans. Je vais y revenir là, par rapport au jeu de mon client, mais d'abord, j'ai envie, vous me connaissez, de faire un petit peu d'histoire, là. Ben oui, ben c'est pas mal ça qu'on fait tout le temps. Hein? Oui, c'est ça. Donc, déjà, il faut dire que l'invention des jeux de société, elle remonte à il y a fort, fort longtemps, là, genre 10 000 ans avant Jésus-Christ. Ok, je pensais t'as dit fort, fort longtemps dans une galaxie fort, fort Non, non. Ah, damn it. Puis ça l'a heureusement beaucoup évolué depuis le temps parce que laisse-moi te dire que si on jouait aux jeux vieux de 12 000 ans, on s'emmerderait un petit peu. Mais les jeux ont vraiment même évolué dans les 30 dernières années beaucoup. Là, on est très Vraiment. loin de Monopoly maintenant, ce qu'on a là, comme jeu. Là. Vraiment. Le plus vieux jeu de société serait le Senet, je sais pas trop comment ça se prononce. Sonne d'écrit, ce qu'on dit? Non, ça s'écrit S-E-N-E-T. Comme Sonnet Assurance? Non, ça c'est S-O-N-N-E-T. Ah, damn it. Mais là, je sais pas pourquoi je l'ai appelé, on n'est pas commandité par eux. Bref. Peut-être un jour. Hein. Peut-être un jour. Bref, la création du Senet daterait de l'Égypte antique. Donc, les historiens s'entendent pas tous sur son fonctionnement puis les règles, mais ça aurait entre autres inspiré le backgammon, les échecs, les dames puis d'autres jeux de plateau en damier même, là, du hein. même type. C'est comme le père de tous ces jeux-là. Ou la mer. Ou la mer, effectivement. Ben, le Senet serait d'ailleurs davantage un rituel pour t'aider à entrer en contact avec les divinités qu'un jeu à proprement parler. Là, souvent, les pions, il y avait la forme de certaines divinités, puis on disait qu'en les déplaçant, ben, ça te permettait de rentrer en contact avec eux. Le but, c'était pas vraiment de gagner, là, c'était plus d'accéder à un certain au-delà. Si il y avait un peu de ça aussi dans les sports que j'ai pas parlé, mais tu sais qu'il y avait beaucoup d'activités physiques, c'était des jeux, mais que c'était pas... c'était un rituel par rapport, les gagnants allaient être favorisés par les dieux, exact. etc. Là. Fait que ça me surprend pas comme origine pour les jeux de société aussi. Là. C'est ça. Puis un autre jeu de l'époque, c'est celui du chien et du chacal. Grosso modo, t'as un joueur qui avait le chien, l'autre qui avait le chacal, et l'objectif, ben, c'était d'arriver en premier à la fin du parcours. Rien de très compliqué. Okay, là, pas comme de dire vous allez mourir comme des chacals, bande de chacals. Oui, non, c'est ça. C'est pas de Astérix, même si peut-être que c'est le jeu que les courtisanes jouaient là, dans le film. J'ai fait des recherches pour essayer de trouver. Pour vrai? Oui, mais j'ai pas trouvé. Je sais pas. Puis on s'entend, c'est comme 4 secondes là, de scène. Mais ça se pourrait. Bref, les archéologues ont également trouvé des figurines de lions et des billes, ce qui laisse croire que ben, il y avait quand même plusieurs options de divertissement là, aux soirées jeux de société des pharaons. Mais de manière générale, comme je te dis, c'était pas tant des jeux stratégiques que des jeux de course où il fallait arriver le premier à un certain point ou encore plus des rituels religieux. Le premier jeu plus stratégique, c'est le Go, qui aurait été créé en Chine par l'empereur Yao afin de développer le côté stratégique de son fils. Le jeu oppose 2 joueurs. C'est des billes noires et blanches, c'est ça? Exactement. Il y en a un qui a des pions ou des billes blanches, puis l'autre noires. Puis si on est sur un plateau quadrillé, là, chaque joueur doit construire, entre guillemets, des territoires. Lorsqu'un pion est encerclé, ben, il est fait prisonnier. Puis le gagnant, c'est celui qui a le plus de territoires et de prisonniers. Ça se vend encore, ce jeu-là. Oui, tu peux acheter oui. ça au Randolph, justement. C'est le plus vieux jeu encore pratiqué de nos jours. Puis ça a donné naissance à des jeux qui nécessitent des bonnes capacités cognitives ou stratégiques, justement, comme le Wally au Mali. Le Wally au Mali? Le Wally au Mali. La Wally en Côte d'Ivoire, un jeu que nous, on a ici à la maison. Puis OK en Haïti. Donc, pour les personnes qui connaissent pas ces jeux-là, t'as comme 2 planches ou bûches contenant chacune 6 trous creusés. Dans chacun des 12 trous, il y a 4 graines de la taille d'une olive à peu près. Puis l'objectif, ben, c'est de faire le parcours en récupérant le plus de graines, là, grosso modo. Je vous laisserai aller épiloguer la question sur les internets. Ça se ressemble vraiment plus comme jeu, mais l'origine, c'est vraiment des pions qui vont en manger d'autres. Fait que je vois le lien. Exactement. Pour en revenir aux échecs, savais-tu que ceux-ci avaient d'abord été créés pour former les militaires et développer leur sens stratégique? Ben, je suis pas surpris par les formes qui sont vraiment reliées avec des trucs. Fait que j'ai l'impression que c'est plus comme il y avait des trucs sur des maps qui ont réutilisé sur un truc parce que j'imagine leur cavalier marchait pas réellement en L dans la vraie vie. Là. Ben, ça dépend. Il était peut-être bien sous, on sait pas. Mais ils sont apparus autour du 6e siècle dans le nord de l'Inde ou l'est de l'Iran. Là, on n'est pas trop sûr. Puis ils ont été créés pour simuler des batailles entre les armées. Faut dire par contre qu'à l'époque, ils étaient joués avec des dés pour aléatoriser chaque mouvement. Fait que c'est pas toi qui choisissais justement de déplacer ton cavalier ou ton pion. Ouais, parce que tu contrôles pas tous tes gens dans l'armée. Des fois, il y en a qui sont un peu craqués, qui marchent en L, justement. Exactement. Puis, petite parenthèse sur les échecs aussi, tu te demandes peut-être d'où vient l'expression échec et mat. Non. Ben, je vais te le dire pareil. Okay. Cool. C'était sec, ça?
Bien, ça viendrait du persan Shah-mat, qui veut dire roi sidéré ou pétrifié. Fait que quand t'arrives devant le roi puis que tu le mets en situation d'échec et mat, Il est en chamat. il est comme « Oh my God, je peux plus bouger. » rien faire, je peux pétrifier, pas bouger. Exactement. Si on regarde en termes de popularité, le Monopoly, là, qui est apparu aux alentours de 1904, et le Scrabble aux alentours de 1955, reste clairement indétrônable là, dans le monde, là, je parle. Scrabble, je comprends. Monopoly, j'ai aucune idée pourquoi que les gens aiment ça. Là. C'est parce que les règles sont plutôt simples. Des enfants de 6 ans comme des vieux de 99 ans peuvent y jouer. Désolé, les centenaires. Après ça, sera dans une autre vie. C'est 9 à 99, c'est tout le temps ça. Exactement. Elisabeth Magie, qui serait la mère du Elisabeth Monopoly. Magie? Oui! Oh. Ce serait la mère du Monopoly. Sauf que elle, à l'époque, elle appelait ça The Landlord's Game, donc le jeu du propriétaire, si on veut. Elle a conçu ce jeu pour dénoncer la nature antisociale des monopoles au début du 20e siècle. Sauf que comme le jeu était considéré trop politique, il n'y a aucun éditeur qui voulait le commercialiser. Fait que c'est le chômeur Charles Darrow qui a repris l'idée dans les années 30 en achetant le brevet de magie pour la modique somme de 500$. Et après... Pour l'époque, j'imagine, c'est quand même bon, 500$, mais après ça, mais tu sais, il a fait... milliards que ça l'a fait, Monopoly, maintenant. Il a négocié, il a réussi à le commercialiser, puis lui, il a fait fortune, là. Fait que, tu sais, à ce jour, il se serait vendu pas moins de 275 millions d'exemplaires du jeu. Puis chaque saison, il y a une nouvelle version qui apparaît, là, Monopoly Harry Potter. Tu sais, je serais pas surprise qu'il y ait genre Monopoly Squid Game ou Too Hot to Handle ou des trucs comme ça. Si quelque chose de populaire, ça existe en Monopoly. Ouais. Mais tu sais, c'est fou à quel point... c'est un jeu qui a été fait genre, hey, regardez à quel point c'est inéquitable la vie. L'objectif du jeu, c'est que t'aies pas de plaisir, tu sais. Oui. c'est vraiment ça. Je sais pas, moi, une game de Monopoly de temps en temps, ça fait vraiment longtemps que j'ai joué, là, ça doit faire 15 ans. Oui, mais je sais pas, de temps en temps, ça peut être le fun. On dirait, il y a vraiment, tu sais, comme, parce que c'est de plus en plus le fun pour une personne, puis de moins en moins fun pour les autres. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Fait que, comme, au début, ça va, puis à un moment donné, t'es juste comme, je suis tanné, je suis plus capable, puis, tu sais, j'ai rage quit des games de Monopoly dans ma vie. Là. Ah, oui, non, c'est sûr. Je connais du monde aussi qui ont rage quit, mais, tu sais, ça doit faire, c'est ça, 10-15 ans que j'ai pas joué, mais il me semble, genre, j'aimerais ça rejouer juste. Je sais pas si c'est juste la nostalgie. Ouais, je pense que c'est ça. Mais en tout cas, bref, un peu dans le même type, Destin, le jeu de la vie, il a pas été toujours aussi joyeux que la version que mes parents ont au chalet, là, qui est colorée, là, la version actuelle. Ouais, parce que j'imagine que dans le temps, tu peux pas être informaticien comme aujourd'hui dans la version du jeu, fait qu'il y a eu quelques modifications. Non, c'est ça. Apparemment que les premières versions datent des années 1860 quand même. Ah, quand même. Puis elles comportaient des cases comme disgrâce, faillite, pauvreté, prison et même suicide. Ça te coupe une game assez vite, là. Hein? Là, tu dois te dire, c'est qui le psychopathe derrière ça? Eh bien, c'est Milton Bradley, qui est aujourd'hui... clairement pas heureux. Hein? Non, ben aujourd'hui, c'est une compagnie de jeux de société très connue. Là. Milton, il vivait une période difficile. Oui, ben je m'en doute. En fait, il a été ruiné parce que Abraham Lincoln s'est fait pousser la barbe. J'ai besoin d'explications. C'est pas des blagues, là. Milton, il était lithographe ou imprimeur-graveur, là, si vous voulez. Il connaissait un succès considérable à l'époque, étant donné qu'il possédait une des seules machines de lithographie au Massachusetts, à part celle à Boston. Là. Le 6 novembre 1860, Abraham Lincoln il est élu président. Fait que là, Bradley, il imprime des milliers de portraits de Lincoln en se disant, ben, ça va se vendre comme des petits pains chauds. Hein. Ben oui. Le problème, c'est que les portraits, ils présentaient un Lincoln imberbe, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de barbe. Puis, ben, entre-temps, sa fille, à Lincoln, elle lui a demandé de se laisser pousser la barbe, ce qu'il a fait, parce que, ben, il voulait faire plaisir à sa fille. Sa barbe iconique, c'est grâce à sa fille, c'est pas lui qui voulait ça. Non, c'est ça. Fait que tous les portraits que Bradley avait fait de Lincoln sans barbe, c'est plus bon. C'était considéré très 1850, là. On s'entend, là, c'était dépassé, là. Fait qu'il a pas réussi à les vendre, puis il était au bord de la faillite. Fait qu'il a décidé de s'inspirer de cet échec, de sa propre carrière, puis de sa passion pour la quête d'une vie virtueuse, parce que le gars était quand même très religieux, pour créer pas très religieux, le suicide. Non, c'est ça, mais pour créer son plus grand succès, Destin. Le jeu original comportait pas d'argent, mais plutôt un système de pointage, puis l'objectif, c'était pas d'avoir une plus grosse pension. T'es-tu admis au paradis ou pas? Ben, c'était d'avoir la vieillesse la plus heureuse, fait quasiment là. D'ailleurs, Destin, c'est l'un des rares jeux de plateau qui n'utilise pas de dés encore à ce jour.
L'histoire veut que Bradley, qui était justement tellement pieux, il refusait de créer un jeu avec des dés parce que les dés, c'est associé au jeu de hasard, puis ça, c'est le diable. Exactement. Fait qu'en passant, si tu tombais sur la case suicide, tu jouais plus. OK, on confirme, c'est bon. C'est ça. Un classique qu'on aime bien ressortir une fois de temps en temps aussi, c'est le clou. Quand tu y penses, c'est quand même assez dark de demander à des enfants si c'est bien un haut gradé des condiments qui a commis un meurtre dans la bibliothèque avec un chandelier ou une clé anglaise. C'est vrai que dans d'autres contextes, tu parles rarement de meurtre avec un enfant. Ouais, c'est ça. Ça m'étonnerait même pas que des kids soient traumatisés de la lecture étant donné le lieu du crime, là, tu sais. Ils refusent de lire, c'est peut-être pour ça. Le jeu, il a été créé en 1943, mais commercialisé seulement en 1946 à cause du manque de ressources là, pour produire toutes les petites pièces durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est vrai que la priorité, ce n'est pas faire un board game de clous en 1943. Non, c'est ça. Largement inspiré des soirées meurtres et mystères qu'il avait côtoyées jadis, là, l'avocat retraité Anthony Pratt a eu l'idée de créer Clou parce qu'il s'ennuyait pendant les pannes d'électricité et les raids aériens. Autrement dit, les jours de pluie que l'on réserve souvent là, aux jeux de société dans nos années actuelles. Lui, c'était des pluies de missiles. C'est ça. Dans les années 40, c'était des jours de bombardement. Sauf qu'à l'époque, en plus du pistolet, de la corde et du couteau, on comptait aussi parmi les armes du crime une seringue hypodermique, un bâton de marche irlandais appelé Shillag et surtout une bombe. On vient de vivre 6 ans de PTSD là, de Deuxième Guerre mondiale, je dis ça de même. Mais comment Scarlett elle a une bombe qui a fait tomber dans un manoir puis les autres sont corrects là? C'est quand même assez spécifique là. Je sais pas. Puis le tuyau de plomb à l'origine, c'était en véritable plomb là, tu sais l'affaire qui est toxique pour nous. Mais le plus beau dans Clou, c'est son évolution des armes et surtout des personnages. Je sais pas si t'as joué à une version récente, là. Non, mais... tous les jeux de Clou que j'ai joués, ils datent justement de 1950, ils sont tous en lambeaux. Non, peut-être pas 1950, là, ils datent des années genre 80-90. Mais ils sont maganés, effectivement, ceux qu'on a. Écoute, le fameux colonel Moutarde, il s'est transformé en Jack Moutarde, une star du football, aujourd'hui commentateur sportif. Non. Oui. L'archéologue Violette est devenu un concepteur de jeux vidéo richissime. Pourquoi? Le poison a été remplacé par un flacon de pilule, très dark. Et on a ajouté un trophée aux armes potentielles, étant donné qu'il y a une salle des trophées aussi. Et de son côté, le manoir compte désormais un spa et un cinéma maison, vu que personne ne sait vraiment ce qu'est un conservatoire. Je pensais que ça allait être rendu une salle VR, puis on veut attirer les jeunes, mais c'est quand même weird. Mais je comprends que tu veux pas glorifier les colonels, I guess. Je sais pas si c'est pour ça que tu serais tiré de l'armée, mais... Je pense qu'ils voulaient être plus hype. Hey, c'est ça. Hey, les jeunes, on aime ça le football, on aime ça TikTok. Parce que, tu sais, c'est ça, ils ont enlevé le conservatoire, ils ont remplacé ça par le spa, c'est bien plus... Mais je sais pas non plus ce qu'est un conservatoire. Là. Mais il y a personne qui le sait. J'ai pas fait de recherche là-dessus, c'était pas mon mandat. Le jeu de connaissance générale comme Trivial Pursuit aussi, là, il y a eu la cote souvent dans les soirées en famille. Sauf que, savais-tu que les distributeurs ont dû aller en cours à cause de ce jeu? Non, je savais pas. La raison, il semblerait que le tiers des questions du jeu était un copier-coller du livre Super Trivia Volume 2 de Fred L. Worth. Et on en a une preuve pour le moins irréfutable. C'est comme Joke de papa, mais ben avant, c'est-à-dire qu'ils ont volé du stock. Là. Exactement. Worth, il craignait tellement de se faire plagier qu'il avait pris soin d'inclure une erreur dans son livre. Il s'agissait de la réponse à la question suivante. Quel est le prénom du détective Colombo? Dans le livre, comme dans la carte du jeu, on avait Philippe comme réponse, alors qu'en réalité, c'était Frank. Fait que Worth, il a porté plainte en se rendant compte que ces questions avaient été copiées. C'est peut-être juste celles-là qui ont copié. Tu sais, on le sait pas. Malheureusement, les créateurs du jeu, Scott Abbott et Chris Haney, ils auraient réussi à gagner leur cause avec un argument pour le moins surprenant. Je cite, là, « Pour eux, être à la fois paresseux et stupide n'est pas un crime. » Coudonc! La plupart des criminels sont paresseux et stupides, là, pour être honnête, parce qu'ils veulent pas travailler, ils veulent dire on va voler une banque. Mais c'est un crime. Fait que Worth, il a mené sa cause jusqu'en Cour suprême. Ah, quand même. Parce que, Trivial Pursuit, c'était le passe-temps des années 80, puis il recevait pas une scène alors qu'il avait grandement contribué, là, on se rappelle, au tiers du matériel. Fait que, encore une fois, il y a un argument béton des créateurs qui est sorti. On peut pas protéger les faits d'un droit d'auteur. Tu sais, on peut pas protéger, par exemple, un bottin téléphonique parce que les numéros
minéraux, ils appartiennent à tout le monde. On peut pas protéger le fait que la Terre est ronde parce que c'est une connaissance générale. On n'est pas sûr de tout ça, là. Hey. Mais peu importe si une personne a passé des heures à collecter toutes ces infos, c'est son problème, c'est juste du fait général et non comme une création qu'il a faite. Ouais, puis tu sais, si c'est rephrasé comme nous, tu sais, on reprend l'information que d'autres personnes ont fait des recherches, mais on les rephrase, on les remet à notre sauce, notre façon de contribuer à tout cet univers de connaissances. Puis un des favoris des plus jeunes maintenant, le fameux serpent à échelle. Ouais. Si je te dis que c'était autrefois utilisé en Inde pour terroriser les gens, est-ce que tu me crois? Est-ce que les gens avaient peur des échelles ou juste des serpents? Peut-être passer sous une échelle quand il y avait un serpent, je sais pas. Mais tu peux pas passer en dessous, tu peux juste passer dessus dans le jeu. Là-bas, le jeu s'appelle Paramapada Sopanam, ce qui signifie l'échelle du salut. Pas Parapapampam, là. Non. Okay. Il est pratiqué depuis des millénaires et fait intégralement référence à l'hindouisme. Hein. Okay. Dans le fond, le salut, c'est le but ultime dans cette religion, tandis que les serpents, ben, ça représente tout ce qui est tentation. Sauf que si tu tombes sur un serpent, tu faisais pas que chuter de quelques cases. Là. Tu mourais et tu devais recommencer ta vie. Donc, tu recommences le jeu au complet. Un peu comme Destin. Ouais c'est rough, un peu pareil. Hein? C'est ça, un peu comme Destin. L'objectif, c'était de montrer qu'une seule petite erreur pouvait tout changer. Puis au fur et à mesure que tu avançais dans le jeu, tu devais faire face à des défis en lien avec la vanité, la vulgarité, le vol, le mensonge, l'ivresse, la dette, la cupidité, l'orgueil, le meurtre et la luxure. OK, fait que chaque serpent représentait un de ces éléments. Exactement, une de ces tentations-là. Puis tu t'en doutes, c'était quasiment impossible de se rendre au bout sans tomber sur plusieurs tentations. C'est pour dire que c'est seuls les plus vertueux peuvent se rendre au bout. Exactement. Mais revenons un peu dans le temps, comme je te l'ai mentionné plus tôt. C'est mon bruit de bouche de retour. Du beau ASMR, ça. Comme je te l'ai mentionné plus tôt, à mon ancien emploi, je travaillais pour un média qui avait créé une plateforme de jeux en ligne du type mots croisés, sudoku, casse-tête, etc. Puis l'un des jeux qu'on retrouvait sur cette plateforme, c'est celui des 7 différences. J'avais fait des recherches sur l'origine et j'ai, ma foi, été fort surprise. C'est qu'hypothétique, là. Je l'ai pas trouvé partout, mais il faut... C'est peut-être pas vrai. C'est peut-être pas vrai, mais... J'ose croire que c'est vrai parce que ça m'étonnerait pas. On est au 18e siècle. Louis XIV pose pendant des heures alors qu'on lui refait le portrait. Ouais, on lui refait le portrait, on fait son portrait. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'une peinture est terminée? Ben évidemment, un vernissage, hein, il faut l'exposer, surtout si c'est une peinture du roi. Il y en a des peintures de Louis XIV là-bas, là. Et mon Dieu, oui. Mais Louis, c'est un grand joueur qui craint que sa cour s'ennuie à force de tout le temps voir des portraits similaires de lui. Quand même 70 ans de portrait de Louis, là, maintenant. Là. Fait qu'il a une idée. Probablement même plus parce que 70 ans, c'est son règne, mais tu sais, il a été peinturé quand il était enfant pis tout ça. Il demande qu'on reproduise exactement les mêmes portraits en prenant toujours soin d'inclure de légères différences dans les copies. De cette façon, ben, les invités s'ennuieraient pas devant le tableau parce que il y aurait un jeu à faire, c'est-à-dire de découvrir c'est quoi les différences entre les différents portraits. Ah, mais ça doit être fucking chiant pour un peintre faire exactement la même peinture deux fois, puis c'est pas des petites peintures, là. Ben, c'est pas les mêmes peintres nécessairement qui refaisaient mais quand même, c'est assez, la peinture, là, ouais. De la job. L'histoire veut que ce soit le prince Maurice de Saxe qui fut le premier à trouver toutes les différences. Fait que pour le récompenser, on lui a donné un cheval blanc. Ah, ben bravo Maurice, beau cheval blanc. Aujourd'hui, on a juste un... Bravo. Ouais, c'est pas un sport. Non. Mais c'est la différence. Non, c'est pas un sport, puis on n'obtient pas de cheval blanc à chaque fois qu'on réussit. Non. Autre activité qui tire ses origines de la noblesse, le billard. Au 15e siècle, la cour du roi Louis XI, ça donne à une variante du jeu de croquet, le billard de terre, qu'on appelle. Okay. En gros, avec une crosse recourbée appelée bille, tu dois taper sur une boule en bois pour la faire passer sous des petites arches. Là. Fait que c'est vraiment plus du croquet que du billard. Là, ouais, c'est juste qu'on appelait ça le billard de terre. Sauf que Louis XI, qui adore ce jeu, mais qui souffre de maux de dos atroces, trouve ça difficile de continuer à se pencher. Fait que, comme c'est le roi, ben pas le choix d'adapter le jeu pour le pratiquer à hauteur du bassin, donc sur une table. Et progressivement, les arceaux... penché pareil sur une table de billard, mais... Ouais, mais pas autant. Ouais. Progressivement, les arceaux disparaissent, un peu comme toi, tu parlais avec le jeu de paume qui s'est transformé en tennis ou le rugby qui s'est transformé en football. Et pour rendre hommage à son ancêtre, donc le billard de terre, le tapis d'une table de billard est vert parce que ça représente la pelouse sur laquelle on jouait. Exactement. Bon, là, je suis persuadée que tu
connais pas le jeu du Colin-Maillard, ou peut-être t'en as déjà entendu parler. C'est très populaire en France, mais au Québec, on dirait que... Mais pour moi, c'est juste la tag, là. Ben, c'est ça. C'est un peu comme une variante de la tag ou du jeu du chat et de la souris, sauf que la tag ou le chat a les yeux bandés. Puis il doit toucher les autres joueurs puis deviner de qui il s'agit. C'est Marco Polo, pas dans l'eau, là. Exactement. Très sécuritaire, là, tu comprends. C'est ça, un pourquoi... enfant qui va se péter la gueule assez vite dans ce jeu-là. Tu comprends pourquoi on y a joué genre une fois à ma fête de 7 ans et plus jamais. Bref, que c'est ce nom-là de Colin-Maillard? C'est un nom très français, j'en conviens. Qu'est-ce que ça mange en hiver? La légende veut qu'un maçon du nom de Jean Colin est parti à la guerre contre les troupes du comté de Louvain qui avaient envahi la ville de Liège. Là, donc, pour vous situer, c'est ça, on est en Belgique, au 10e siècle. Jean Colin, il était armé uniquement d'un maillet, fait qu'on lui a donné le surnom de Maillard à cause de son maillet. Puis durant une bataille, il aurait perdu la vue, mais il continuait à frapper ses adversaires à l'aveugle. Mais il continuait de frapper ses adversaires à l'aveugle. De là est né le jeu du Colin-Maillard. Puis fait qu'aujourd'hui, tu sais, c'est vraiment moins dark, là, comme jeu, on s'entend. Mais c'est ça, il était ailleurs, il était aveugle. Un soldat qui varge dans... il varge un peu partout. Ben oui. Un peu dans le même style, le Marco Polo dont tu parlais, là, justement, c'est un peu un Colin-Maillard, mais dans la piscine. Il tire son nom d'une explication un peu similaire. Ça aurait été donné en hommage au grand explorateur vénitien Marco Polo, exactement. Fort, hein? Oui. Qui, semble-t-il, ne savait pas toujours où c'est qui s'en allait. Fait que... juste dire, check-là, il sait pas où ce qu'il va, il a les yeux fermés. C'est ça, raison pour laquelle, contrairement à la tag, il faut fermer les yeux au Marco Polo. Mais dans les jeux vidéo aussi, il y a des histoires originales. Je pense entre autres à Minecraft. De base, c'est l'invention du Suédois Marcus Persson qui visait à démontrer les possibilités du langage de programmation Java. Fait que le gars, il est passionné de jeux et tout ça, mais il comptait pas nécessairement faire un jeu. Non, mais il pensait pas que ça allait faire un phénomène planétaire. Exactement. Puis de base, le jeu, t'aimais pas genre de vue du personnage, c'était de haut, puis c'était vraiment supposé être un autre jeu complètement. Là. C'est ça. Les combats avec les zombies, squelettes et dragons, c'était pas prévu. Mais c'est vrai que le programmeur s'est largement inspiré justement de tes jeux préférés, dont les Lego. Et voilà pour ma partie. Je me demandais, y a-tu un jeu que t'es comme, wow, jamais je me serais douté que c'était ça son origine? Ou ben que ça t'a plus mis plus surpris, disons. Ben moi je suis surtout outré par Clou, mais c'est plus sur la suite des choses puis la bombe. Moi c'est la bombe là, qui m'a comme un peu fucké, mais outre que ça, c'était vraiment intéressant comme épisode. Moi c'est destin là, de savoir que c'est de la faute à Abraham Lincoln qu'on a ce jeu là, c'est fou. Puis de sa barbe, surtout, là, tu sais, c'est même pas un truc auquel on aurait pensé. Fait que, écoutez, c'est ce qui met fin à notre épisode. Oui, merci de nous avoir écoutés. Comme toujours, j'espère que vous avez apprécié tous ces nouveaux petits factoïdes de votre vie. Oui. Si vous en voulez d'autres, ben... suivez-nous sur les réseaux. On est là, puis on publie assez souvent sur Facebook, TikTok, Instagram. Vous pouvez aussi vous abonner sur Spotify, Apple Podcast, YouTube. Aussi, on est là. Donnez-nous des bonnes notes, comme on dit, parce qu'on est des bons élèves. Puis, c'est ça. On se revoit dans 2 semaines. Ouais. Parlez de nous à vos amis aussi. Faites découvrir notre podcast. Ça fait toujours plaisir. Puis sinon, ben, comme tu l'as dit, on se retrouve dans 2 semaines. Bye bye. Bye.